Bien, ben, je remercie vivement Nicolas Ruff qui remplace au pied levé Jérémy Decoq et Melchior Courtois avec leur transparent. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Merci. Bon, donc effectivement, ça va être du PowerPoint karaoké. Bon, déjà, bonne année. Merci à tous ceux qui sont venus à l'Assemblée générale annuelle ce matin. Bon, le support, en fait, les transparents, alors j'ai vu qu'il y avait une personne dans la salle qui prenait des photos mais en fait, tous les transparents sont publiés sur notre site et les vidéos sont généralement mises en ligne dans la semaine. Donc, je vais passer sur le support Windows, par exemple, si vous voulez vous référer à cette table qui est probablement de toute façon illisible à distance avec la compression, n'hésitez pas à aller sur ossir.org et vous trouverez dans les réunions, la vie d'association, il y a tous les supports qui sont publiés. Voilà. Ça, c'est pareil sur les. Voilà. Donc, le bulletin de décembre, le Patch Tuesday de décembre, il y avait pas mal de vulnérabilités comme d'habitude. Je crois d'ailleurs qu'on a explosé le nombre de CVE cette année. On doit avoir 41 000, malgré les retards du NIST, enfin de Pater Spani, le MITRE qui a pris un prestataire pour essayer de rattraper les vulnérabilités vers ça. Et le modèle prédisait qu'il y aurait 35 000 CVE en 2024. Je crois qu'au final, il y en a eu 41 000. Donc, bon, voilà. N'hésitez pas à patcher. La plupart des failles sont. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont été trouvées dans la nature ou d'autres pour lesquelles il y a des codes d'exploitation qui sont disponibles, en particulier les failles On ne ASAP. voit pas l'écran, pardon. On ne voit pas l'écran. Ah mince, On a oublié de partager le... comment on fait pour partager? euh, c'est dans Zoom, il faut faire partager. Ah Zoom. oui, c'est bon. Voilà. Ouais. Désolé. On s'excuse, on avait oublié. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu en gros les tableaux de support Windows et la liste des failles du Patch Tuesday. Euh, bon, après, il y a eu des failles dans, on va dire, la plupart des logiciels bien connus. Donc, Fortinet en est un. Il y a aussi quelques failles Ivanti, enfin, Palo Alto et autres. Je vous laisse lire le détail si vous voulez, mais bon, voilà. En gros, pour toutes ces failles, si vous découvrez la faille maintenant, c'est trop tard. Il faut faire de la réponse à incident, ça ne sert plus à rien de patcher. Il faut retourner le mot de passe de tous vos comptes utilisateurs, etc. Faille dans BitLocker, ça c'est plus intéressant puisque, bon, en gros, il y a moyen en en bootant la machine, de pouvoir capturer les clés en mémoire. Bon, c'est un peu des trucs similaires à ce qu'il y a eu avec les cold boot attack et des choses comme ça. Globalement, bon, ça a été dévoilé au CCC, qui est cette conférence de hackers qui se passe entre le 27 et le 30 décembre. Peut-être que vous avez raté, mais les conférences sont disponibles en replay. Mais globalement, c'est toujours les mêmes séquences. Et la seule manière de se protéger contre toutes les failles BitLocker, c'est d'utiliser le mode TPM plus PIN ou TPM plus quelque chose. Parce que si votre machine a BitLocker mais qu'elle démarre toute seule, à un moment, les clés sont dans la mémoire. Voilà. Et si vous n'avez rien fait, c'est-à-dire quelqu'un qui vole la machine, les clés sont dans la mémoire. Et donc, il y aura toujours des attaques possibles. Alors ça, c'est une des failles Windows dont je vais parler parce qu'en fait, c'est une faille qui permet de crasher un contrôleur de domaine à distance en ayant accès au port LDAP. Mais il me semble, et c'est pas marqué dans les slides, qu'un des codes d'exploitation publiés sur Internet est en fait une backdoor, comme beaucoup de codes d'exploitation aujourd'hui publiés sur Internet. Donc faites très attention si vous testez les POC, enfin les preuves de concept, parce qu'il y en a, enfin, il y en a un grand nombre aujourd'hui qui sont pas fiables. Voilà. Donc les extensions Chrome, bon bah là c'est aussi des cas de compromission de développeurs d'extensions. Et ensuite, les mises à jour des extensions sont poussées dans les stores et c'est pendant les périodes de Noël. Donc évidemment, il y a moins de gens, enfin, même s'il y a des notifications par mail, qu'il y a une récupération de mot de passe ou des choses comme ça, les gens ne sont pas forcément en train de travailler à Noël. Et du coup, bah, c'est relativement efficace parce que le navigateur aujourd'hui, c'est le point d'entrée dans plein de choses. Ces extensions-là sont plutôt enfin, trustées, c'est-à-dire qu'elles ont des permissions élevées parce qu'elles viennent de vendeurs légitimes. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui les ont, et donc du coup, et c'est assez peu. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point les outils EDR, par exemple, sont capables d'aller inspecter le contenu d'une extension ou de voir qu'un trafic provient d'une extension et pas du navigateur lui-même. Donc, un modus operandi qui est relativement
classique, mais qui a été exploité à grande échelle pendant les vacances de Noël. Ça, faille dans la page struts. Alors ça, c'est un peu dans la catégorie des failles d'infrastructure, enfin les Log4j et les trucs comme ça. Struts, même si vous savez pas ce que c'est, vous l'utilisez. Il y a forcément quelqu'un chez vous qui a utilisé Struts si vous avez fait du Java, enfin si vous avez des applis en Java. Et ça fait partie de toutes ces librairies vraiment bas niveau qui sont extrêmement répandues dans les entreprises, enfin dans les logiciels. Voilà. Mais avec les histoires de SBOM, enfin, c'est un peu l'histoire de ce qu'ils voulaient faire aux États-Unis avec donc, Software Bill of Materials, c'est-à-dire quand on achète un logiciel, en fait, on récupère un fichier qui liste toutes les dépendances et toutes les librairies qui sont dans le logiciel. Et c'est l'Executive Order, je ne sais plus combien, 14 063, quelque chose comme ça, de Biden, qui impose aux fournisseurs à bientôt de pouvoir fournir cette liste. Et en général, Struts est dans la liste, dans la plupart des applications. Et ça vous permettra à terme de savoir si vous êtes vulnérable et si vous devez patcher. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un logiciel monolithique de plusieurs centaines de mégas, c'est difficile de savoir si on a Struts quelque part dans le logiciel ou pas, quoi. Bon, ça, c'est quand même assez catastrophique chez Microsoft, c'est que globalement, il y a un OTP à 6 chiffres quand il y a enfin, il y a un second facteur à 6 chiffres quand on fait du multifacteur. Alors, c'est pas forcément, on dit oui, le SMS est vulnérable, etc., mais on peut aussi le générer avec un TOTP sur un téléphone. Donc là, il n'y a pas en théorie, c'est fiable. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait aucune limite sur le nombre de tentatives. Et donc, alors, l'OTP est quand même valide 30 secondes. Donc, pour envoyer 1 million de valeurs en 30 secondes, c'est compliqué. Mais je crois que la probabilité. Oui, en plus, en fait, la plupart des systèmes d'OTP acceptent le code N-1 et parfois N-2 parce que l'utilisateur, des fois, voilà, il n'est pas très habile et 30 secondes, ça lui met la pression. Mais globalement, ça veut dire qu'en 30 minutes, en fait, vous redemandez une notification en permanence, vous essayez les codes le plus vite possible. Et je crois que la statistique, c'est qu'en 30 minutes, on a fait de 80. Donc ça, c'était quand même assez basique et assez catastrophique comme faille. Bon, après, il faut quand même avoir le mot de passe de l'utilisateur, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas très compliqué. Webmin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil d'administration en mode web qui est connu dans le monde Linux. Bon, donc, quand il y a une faille là-dedans, en fait, tous les logiciels d'infrastructure, enfin, tous les logiciels utilisés par les admins pour administrer des parcs, donc typiquement Nagios, Webmin et autres, dès qu'il y a une faille, potentiellement, c'est comme une faille dans Active Directory, c'est toute l'entreprise tombe derrière. Bon, faille dans l'extension WordPress, c'est pas vraiment une nouvelle. Enfin, celle-là est assez grave, mais de manière générale, je vous conseille d'avoir une stratégie pour mettre à jour vos extensions WordPress. Alors, si vous êtes euh, hébergé par WordPress, du coup, normalement, ils font ce qu'il faut. Par contre, si vous gérez vous-même votre WordPress, voilà, la plupart du temps, les problèmes, enfin la majorité des cas, les problèmes viennent des extensions. Et dans certaines extensions qui sont installées à plusieurs millions d'exemplaires, sont des cibles vraiment intéressantes. Euh, Après, je sais qu'il y a indépendamment de la sécurité, il y a aussi un drama aujourd'hui dans le monde WordPress. Il y a des conflits, donc je sais pas trop. Voilà, je sais pas si je sais pas ce qui va arriver à WordPress. Bon, Clops, donc c'est un ransomware, enfin c'est un groupe de ransomware assez connu. Euh, Géo, c'était un logiciel, je sais pas, vous vous souvenez de MoveIT, enfin MoveIt, qui a été un logiciel de transfert de fichiers qui a été exploité massivement il y a 1 an ou 2, parce que beaucoup d'entreprises américaines l'utilisaient. Cléo, c'est un peu la même chose. Et il se trouve que là, la faille est exploitée en 0 day, donc voilà, ça prouve qu'il y a de la R&D dans les groupes de ransomware aussi. Et bon, RDS, c'est Remote Data Service, c'est ça? C'est un truc. Oui, c'est Remote Desktop. Ouais. Voilà. No Bad News. Ouais. Alors ça, c'est aussi une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que bon, aux États-Unis, là, ils prennent cher, hein. Il y a eu l'histoire je sais pas combien, 9 ou 10 fournisseurs télécoms majeurs qui ont été piratés par Volt Typhoon. Mais il y a eu aussi le Trésor américain qui a été piraté via
l'entreprise Beyond Trust, il me semble, qui leur fournissait un logiciel. Et c'est une attaque de supply chain, quoi. C'est le sous-traitant, donc c'est un peu la même chose que SolarWind, etc. C'est toujours le même schéma. Sauf que là, ça a été, voilà. Et je crois, je ne sais pas si c'est dans les slides, mais je crois aussi que le bureau qui sert à contrôler les investissements étrangers aux États-Unis a aussi été piraté par un autre vecteur. Mais voilà, ils sont dans le dur en ce moment. Ouais, alors ça, je sais pas si. Alors, en fait, il faut voir qu'une carte bleue sans fil, ça se lie avec un téléphone portable, quoi. Je veux dire, n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut aussi faire des paiements par téléphone et ce genre de choses. Et donc, bah, évidemment, si vous utilisez une application sur votre téléphone, c'est comme toutes les applications de QR code ou de lampe de poche ou de voilà, il y en a beaucoup qui sont backdoorées. Ça a été backdooré et récupéré. Envoyer les numéros de carte bleue quand il voyait que l'application était utilisée pour scanner une carte bleue. Donc, pas de nouveau. Bon, là, je passe. Alors, ma recommandation, c'est quand même d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Après, il y en a plein. Il y en a qui sont auto-hébergés. Il me semble que Bitwarden peut être auto-hébergé, par exemple, qui passe et aussi agréé par l'ANSI, mais il ne peut pas s'utiliser dans les navigateurs sans plugin ou sans module tiers, donc c'est pas forcément très convivial pour un utilisateur. LastPass n'est pas forcément plus mauvais que les autres, mais voilà, disons que suite à une fuite assez. En fait, c'est comme l'art japonais de mettre de recoller les morceaux en mettant en les collant à l'or, je sais plus comment ça s'appelle. C'est que bah, on ne se remet jamais vraiment totalement d'un piratage, quoi. Une fois que les informations sont dans la nature, c'est vendu, revendu, relâché, ça revient après dans des listes de mots de passe. Et bah, vos employés, ils s'appellent toujours pareil, ils ont toujours la même date de naissance, la plupart sont encore dans l'entreprise. Enfin, voilà, donc il y a une long tail, il y a un effet à retard en fait d'un piratage et c'est difficile de s'en remettre. VS Code, donc outil extrêmement populaire chez les développeurs, bah là c'est pareil, hein, c'est comme les extensions Chrome, il y a une place de marché avec des extensions. Évidemment, c'est pas infaillible. Je ne sais pas quel est le niveau de sécurité qu'il y a sur les extensions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on les installe directement depuis GitHub, par exemple, là, il n'y a aucune vérification. Donc du coup, bah, en fait, la plupart de ces attaques, en général, ciblent avant tout des gens qui font de la crypto-monnaie. Il y a eu des attaques aussi sur les librairies JavaScript récemment pour cibler des gens qui travaillent dans le domaine de la crypto-monnaie, parce que là, la monétisation est directe. Alors que, bon, cibler un développeur qui va travailler sur, je sais pas, un outil, je sais pas quoi, de SIG ou autre, la monétisation, à part sur du ransomware, sinon, c'est un peu plus long et compliqué, quoi. Donc le phishing, c'est du phishing vocal qui évidemment est, c'est pas modus operandi, c'est modus operandi. Bon, oui, c'est assez classique. Voilà, c'est juste que ça se fait bien en ce moment, surtout avec l'IA. Aujourd'hui, maintenant, on peut imiter la voix de n'importe qui en 10 secondes, hein, donc là, il y a un regain d'intérêt pour ces techniques, quoi. Hum, donc, ça, c'est aussi une tendance assez intéressante, c'est les appareils qui sont très backdoorés en usine. Donc en gros, vous achetez une télé neuve, et pas sur un revendeur shady sur Amazon, mais vraiment en magasin. Vous achetez n'importe quoi, un téléphone, une télé, et en fait, la version du logiciel qui est dessus, et qui n'est pas forcément que de l'Android, c'était une présentation très intéressante aussi sur des téléphones qui tournaient, enfin des feature phones en fait, qui étaient backdoorés, alors qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de système d'exploitation, mais et donc, en fait, les trucs bah, servent de relais et peuvent faire, enfin, peuvent proxifier du trafic pour avoir des IP résidentiels. Donc, du coup, c'est pratique pour aller voir Netflix, ce genre de choses, quoi. Enfin, et donc, le BSI, là, a fait un petit. Comme ils avaient 30 000 appareils chez eux, du coup, ils ont fait un syncalling pour récupérer le trafic et les bloquer, désinfecter, etc. Enfin, ils ne peuvent pas désinfecter puisque c'est en dur dans le firmware, mais c'est. Ils ont fait quelque chose pour une fois, mais ça ne résout pas le problème à la source. On lit même des trucs assez fous. Je crois qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient acheté des phares à repasser. Et dedans, il y avait genre un Raspberry qui scannait les réseaux Wi-Fi et qui essayait de se connecter. Et ensuite, voilà.
Ah, ouais, alors, je sais pas, dans les appareils smart avec un écran, je sais pas si tu as un frigo connecté, on imagine qu'il peut y avoir du malware. Mais quand on achète un truc qui n'a pas d'écran, on s'imagine pas que dedans, il peut y avoir un Raspberry avec un Wi-Fi qui va en fait faire des attaques sans qu'on soit au courant, quoi. Alors, ça, c'est... Bon, rootkit, ça parlera aux plus anciens d'entre vous, hein, qui ont lu le livre de Greg Oblund. Et voilà, les rootkits, ça existe encore. Il y en a eu un aussi sur UEFI récemment qui était assez pointu. Donc ça prouve que ça existe encore. Il y a encore des gens qui travaillent là-dessus. En fait, les attaquants ont majoritairement arrêté d'utiliser des rootkits parce que c'est très compliqué à mettre au point. Enfin, ça peut provoquer des instabilités en fonction des versions de noyau. Et ensuite, quand on a un rootkit, on est sûr qu'on est compromis. Donc la plupart des attaquants aujourd'hui sont sur des techniques living off the land où ils utilisent des outils complètement standards déjà disponibles sur la machine plutôt que de mettre du code qui est 100% malveillant. Alors c'est dur à détecter, mais une fois qu'on l'a détecté, on est absolument certain qu'on s'est fait avoir. Voilà. Donc, nouveau gang de ransomware qui déjà cible macOS et fait un certain nombre de... Enfin, c'est une évolution plus moderne. Je ne sais pas s'il est populaire, je ne sais pas s'il a bien marché. Donc, oui, ça, vous avez dû me voir passer ça. En fait, donc attaque sur un groupe hospitalier. Et après enquête, en fait, c'est le RSSI de l'hôpital qui a Non, été... l'ancien administrateur Ouais, système. ancien AMIS, ouais. Quelqu'un ouais, enfin, je crois que son nom n'a pas été donné, donc je vais pas aller voir les LinkedIn, Si son mais... nom est marqué partout dans la presse, Ah bon? Ok. c'est un simple administrateur système qui n'a pas été administrateur système très longtemps. Voilà, et donc pour se venger, en fait, il a rançonné son hôpital et je crois qu'il s'est Oui, connecté depuis bon, chez lui avec son adresse IP. un peu bête. En fait, l'erreur de communication vient quand même d'un communiqué de presse de la gendarmerie. Il n'est plus là. Alors, Cisco, alors, juste petite astuce, à chaque fois que vous lisez, oui, les fuites, machin, dark web, c'est dans le dark web, bon, allez sur Bridge Forum, et là, en fait, c'est la source de tous les journalistes et de tous les... enfin, c'est la plus grosse place de marché et c'est complètement public, il suffit d'une adresse email pour pouvoir créer un compte, hein. Et effectivement, on peut confirmer que les données de Cisco se sont retrouvées euh, disponibles sur ce site, alors pas gratuitement, mais voilà. C'est... Je sais pas ce qu'il y a dans les 4,5 téraoctets, mais vu qu'ils ont 250 000 builds différentes d'iOS, pas de iOS, pas pour Apple, hein, iOS, l'OS des routeurs Cisco, que ça rentre pas dans 4,5 Tera. Voilà. Je sais pas si j'aurais mis un poste de Saxe comme référence dans les sources, enfin dans la veille de l'OCR, mais voilà, effectivement, vous savez qu'en ce moment, il y a quand même des vagues d'attaques contre le e-commerce français. Je crois que Kiabi aujourd'hui, ce matin, il y a eu une annonce sur Kiabi, il me semble. Bon, enfin bref, tous les e-commerçants français se font avoir les uns après les autres. Alors je sais pas si c'est parce que c'est bien un prestataire, ou parce que c'est la même personne qui a fait tous les sites web, ou parce que il y a un Français qui a décidé, comme il parlait français, de se faire toutes les enseignes de e-commerce, alors que les Russes, GPT ou le français. Je sais pas, mais voilà, les enseignes de e-commerce françaises ne sont pas faites en ce moment. Alors ça, c'était... Bon, pour moi, c'est la presse qui a un peu surréagi. En gros, il y a eu un DDoS sur Japan Airlines et du coup, bah, on pouvait plus acheter de billets puisque le site web était down. Donc, ils ont retardé leur vol, mais à aucun moment, en fait, l'avionique n'a été en danger. C'est-à-dire que c'est pas... c'est juste que la partie client était indisponible, donc du coup, ils ont arrêté les vols, mais c'est pas un DDoS sur un système avionique. C'est pas... Voilà, c'est pas... C'est beaucoup moins spectaculaire que ça aurait pu, que ça le laisse paraître. Bon, après les outils, bon, les slides sont en ligne, hein, donc vous pourrez cliquer sur le lien et aller voir ce que font les différents outils. Ceci, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont testé les outils qu'ils mettent dans la veille, donc aussi faites attention si surtout, enfin, quand c'est des outils de la CISA, évidemment, il n'y a pas de problème.
Mais quand c'est des outils de particuliers, même s'ils ne sont pas forcément malveillants, je veux dire, potentiellement, ils utilisent du GitHub sans second facteur ou ils peuvent être compromis. Ou, voilà. Donc, faites toujours un peu attention quand vous testez. Bon, ça pourrait tester aussi si vous êtes fan d'IA. Le futur de la formation, n'est-ce pas? C'est interagir avec un chatbot. J'ai réveillé Hervé pour ceux qui ne le voient pas. Voilà. Bon. Je ne sais pas si. Alors, j'avoue que je ne sais pas ce que vaut cet outil. Ils l'ont mis dans la veille, donc je suppose qu'ils pensent que ça peut avoir un intérêt. Ceci n'est pas un endorsement officiel de l'OCIA. Et voilà. Alors, les outils de chiffrement, on n'en manque pas. On en a reçu plusieurs à l'OCIR, hein, des librairies, des gens qui font du surchiffrement sur des outils cloud. Je crois qu'il y a au moins 3 éditeurs français, si ce n'est plus. Donc voilà, on ne manque pas d'options. Faites-vous votre propre opinion. C'est politique. Est-ce que je suis habilité à parler de cette partie? Bon, ça c'est évidemment la balkanisation de l'Internet, donc avec la Russie qui tente d'être autonome, mais la Chine est déjà aussi plus ou moins autonome derrière son firewall, etc. Donc, voilà. Hum, Amende, bon après, ouais, amende pour Meta, ça c'est. Je ne sais pas s'ils l'ont mis dans le troll, mais il y a eu aussi une amende. La Commission européenne s'est infligée elle-même une amende pour un non-respect de GDPR. J'espère qu'ils l'ont mis. Non, c'est pas à elle-même, c'est la juridiction. Ouais. qui- Donc, ça, c'est le procès contre NSO Group. Et un tribunal américain a reconnu effectivement que NSO était coupable. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas habilité à parler de politique, donc je ne sais pas quel impact ça aura sur le business des logiciels de surveillance invasifs. Mais en tout cas, après 50 procédures, NSO a perdu dans ce procès aux États-Unis. Nice 2, ça c'est pareil, c'est du juridique. Et comme on dit, je ne suis pas juriste, mais effectivement, avec l'absence de gouvernement, la transposition se fait attendre. Je pense que ça mériterait, enfin Nice 2 mériterait un sujet à part entière. Et pour le campus cyber, sachez que si vous regardez la vidéo, ce sera trop tard, mais si vous êtes dans la salle ou si vous êtes à distance, sachez que je crois qu'on peut candidater jusqu'à jeudi. Donc n'hésitez pas. C'est très bien payé, hein. C'est 200 ou 250 000 euros par an. Hervé, un truc à nous dire là-dessus. Le campus cyber qui recrute. C'est n'importe quoi. Il y avait 206 000 fixes. Alors, bon, le DDoS, ben, je vais pas, vous savez tous que c'est un problème qui pudiquement s'appelle le stress test, je crois, mais qui en fait est du bon vieux racket par DDoS. Pour une fois, ben, c'est pareil, Eric est parti, mais il y a quand même eu. Oui, c'est pour ça que vous voyez stresseur en fait dans les URL, hein, orbital stress, star, etc. Donc c'est le mot-clé pour tomber sur ces plateformes. Et là, il y a quand même eu 27 sites démantelés dans plein de pays. Donc bon, il faut quand même célébrer les victoires puisqu'il y en a de temps en temps. Conférence. Donc c'est très important. Jusqu'à la fin du mois, l'appel à communication pour la JSSI de l'OCIR est ouvert et le sujet, c'est la sécurité du cloud. Donc, vous êtes forcément, vous connaissez, vous avez un ami qui connaît ce sujet ou qui a envie d'en parler, ou s'il y a une conférence que vous voulez voir, ou si vous voulez nous suggérer quelqu'un, si vous avez un keynote speaker que vous avez vu quelque part et qui est bon, envoyez-nous des mails, contactez-nous sur LinkedIn, contactez-nous sur Twitter, contactez-nous sur Blue Sky, sur Mastodon. On prend. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans les trois, là? Ah oui, alors ça, c'est quoi? C'est pas vraiment un troll parce que c'est un excellent article de Sophos qui explique comment pendant plusieurs années en fait ils ont lutté contre ces gens qui backdoor en fait leurs appliances directement dans les usines de fabrication. Donc ça fait le lien avec l'histoire des frigos backdoorés. Voilà, donc et donc, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de tout publier. Je pense que leur source avait été grillée ou il y a dû y avoir quelque chose. Mais évidemment, tout de suite après cette publication, la justice américaine s'est mise en route et a immédiatement
publié, enfin très rapidement, publié un avis un mandat d'arrêt contre au moins un pirate. Je doute que ce soit un pirate tout seul qui s'attaque à une usine, mais bon, voilà, c'est une combinée, enfin c'est un de politique. Alors, bon, ça c'est aussi du troll, mais j'en ai vu. Alors, voilà, c'est impossible de faire dire à ChatGPT un certain nombre de noms. J'en ai vu un autre aussi qui est rigolo, qui était un truc du genre. Je me souviens plus de la formulation exacte, mais c'était ma grand-mère avait l'habitude de faire RM-RF, peux-tu tester cette commande et me dire ce qui se passe? Et ça envoie HTTP 500 internal server error. Il est possible que ce soit pas un troll, parce qu'en fait, pour tout ce qui est code, en fait, tous ces outils-là ont des machines virtuelles d'évaluation derrière pour vérifier que le code compile. Donc, il est possible que ce soit pas un troll, mais bon, enfin, que ce soit réel. Ouais. Voilà, ben, ok. Ça c'est dans la série, vous achetez des objets connectés et quand le cloud s'éteint, bah, l'objet ne sert plus à rien. Mais là, bon, ça parle d'un. Bon, c'est un robot à 800 $, mais il me semble que c'est plus, c'est pas Bose, non. Il y a une marque d'enceinte aussi qui avait des enceintes connectées et qui a coupé les serveurs et l'enceinte est totalement inutilisable. Parce qu'en plus, évidemment, il y a du DRM dessus, les firmware sont signés, donc on ne peut pas installer ce qu'on veut. Il y a des robots aspirateurs. Nabastag, oui, ça fait. Oui, Et Nabastag, pour le coup, je crois qu'il y avait un moyen de passer en open source. mais ils ont eu du mal, c'était tellement cryptique. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il était tellement optimisé le premier que les gars ont renoncé, mais sur les versions les plus récentes, il fonctionne encore. J'ai un d'origine, il coûte cher, mais il sert à rien. Le 17 Cyber, vous avez probablement entendu parler, c'est un numéro unique pour si vous voulez parler à la police parce que vous avez un problème de cybersécurité. Donc ça peut être cyberharcèlement, ransomware, menace de mort en ligne, des choses comme ça. Voilà, donc là, il y a un guichet unique. Donc, bah, on va probablement en faire un épisode No Limit Sécu dessus et essayer de les inviter à un afterwork de l'OCIA. Je ne sais pas pourquoi c'est dans le troll, ça, parce que c'est tout à fait sérieux le 17 Cyber. Ouais, c'est dans l'hiver. Euh, Ouais, alors ça aussi, c'est la manière dont on l'a formulé, c'est trop laid. Mais c'est quand même très intéressant de voir que suite au piratage avec Volt Typhoon ou Sal Typhoon, le piratage de tous les opérateurs téléphoniques aux États-Unis, le FBI, ou c'est le FBI ou la CIA, enfin les autorités américaines ont complètement changé leur fusil d'épaule en disant les backdoors dans les systèmes de communication, c'est mal parce que le piratage en fait vient par CALEA, donc l'ordonnance américaine pour qui règle tous les problèmes d'interception légale. Et donc ce système-là étant piraté, bah, du coup ils ont accès à tout derrière. Du coup, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule en disant n'utilisez que des systèmes avec du chiffrement de bout en bout solide, ne faites absolument pas confiance à l'infrastructure. Et ben là, je ne sais pas. Alors, ouais, voilà. Le contexte, c'est que en octobre, Windows 10, c'est pas qu'il n'a plus de support, c'est que le support devient payant. Il va falloir payer 480 € pour avoir 3 ans de support supplémentaire. Et en fait, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que Windows XP, à la fin de son support, ça représentait 20% du parc. Et je crois que Windows 10, qui est censé être fin de support en octobre, il représente aujourd'hui quelque chose comme 60% du parc, ou un truc comme ça. Donc, à la fois Microsoft me fait marche forcée pour migrer les gens vers Windows 11, et à la fois ils sont dans une situation bien pire que la fin de vie de Windows XP, parce que Windows 11 a un certain nombre de prérequis, donc TPM 2.0, Secure Boot, support de la virtualisation hardware par les processeurs, etc. Et évidemment, le parc actuel ne peut pas passer à Windows 11. Alors, il peut en fait passer parce que ces contraintes sont purement logicielles, enfin, en fait, on peut utiliser des outils disponibles sur Internet, mais que je ne recommande pas car je ne connais pas les gens qui les font, mais qui vont juste changer une clé de base de registre et on peut passer à Windows 11 même si on n'a pas de TPM et des choses comme ça. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, on va probablement avoir un problème de sécurité nationale à partir d'octobre, quoi. Je sais honnêtement pas comment ils vont s'en sortir. Bon, alors, Copilot, c'était l'IA de Microsoft. Je sais pas si. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont acheté des PC avec IA intégrée, là, je sais plus comment ils appellent ça.
des PC Windows Copilot Plus ou un truc comme ça. Ouais. Et bah, en fait, c'est juste impossible à sécuriser, quoi. Parce qu'en fait, la manière dont ça marche, c'est qu'il screenshot toutes les 10 secondes l'écran, il enregistre tout dans une base SQLite et ensuite il fait tourner l'IA dessus. Donc, évidemment, bah, il va apprendre des numéros de carte bleue, des choses comme ça, quoi. Prochaine réunion, mardi 11, je crois qu'on a déjà le programme, mais je m'en souviens plus. On n'a pas la salle, mais ce sera soit chez On, soit au campus cyber, puisque c'est une deux salles attitrées. Il y a des questions, mais on va d'abord couper le micro. Bien, ben, merci beaucoup pour avoir